Entre les années 60 et 70, une étrange panique s'empare de Londres. Après plusieurs témoignages et incidents au cœur du vieux cimetière de Highgate, au nord de la capitale, la presse se met à parler d'un événement récurrent. Sur les plateaux télé, des experts se disputent vivement, tous convaincus de détenir la réponse au mystère qui plane sur la ville. Les enfants ont peur et les habitants du quartier font des détours pour éviter d'approcher le cimetière de trop près, surtout une fois la nuit tombée. Qui sera la prochaine personne à apercevoir la terrifiante créature qui rôde entre les tombes ? La question est sur toutes les lèvres, des cours de récréation en passant par les salons de coiffure et les pubs du coin. Le cimetière de Highgate est-il réellement hanté par un vampire ? Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 4, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Un soir de juillet 1965, la routine bien huilée de Brian Bourne est subitement interrompue. Il est encore tôt et Brian décide de sortir son chien dans les rues de Londres avant de se rendre à une soirée chez des amis. Comme souvent, son itinéraire de balade lui fait longer le cimetière de Highgate. Si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi ressemble le cimetière en question, c'est simple. Imaginez un décor de film d'horreur, avec de la brume et des tombes croulantes enveloppées de lierre et des touffes de mauvaises herbes, de grands mausolées gothiques et des statues imposantes. Pour Brian, cependant, c'est simplement un élément de décor dans le quartier. Il est habitué à se promener dans les environs et n'y prête plus vraiment attention. Mais ce soir-là, tout bascule. Alors qu'il arrive au niveau de la grille ouest du cimetière, il aperçoit quelque chose d'étrange. Un liquide noirâtre semble s'écouler le long du mur. Brian s'arrête un instant à quelques mètres de là pour observer la scène. Mais lorsqu'il s'apprête à avancer pour inspecter cette étrange fuite, le liquide commence à onduler et sous ses yeux, il prend la forme d'une silhouette humaine. Au bout de quelques secondes, un homme semble se matérialiser devant lui, tout vêtu de noir. Il est grand, imposant, et au milieu de ce qui doit être son visage, brillent 2 yeux rouges. Le chien de Brian se met à grogner en direction de cette étrange apparition. Le bruit permet à son maître de sortir de sa torpeur et de prendre ses jambes à son cou, préférant fuir la scène que tenter d'en savoir plus sur cette créature. 2 ans plus tard, en 1967, 2 adolescentes ont la peur de leur vie en passant à côté de Highgate. Du coin de l'œil, après avoir entendu des bruits étranges, elles sentent qu'il y a du mouvement entre les tombes. Elles se mettent sur la pointe des pieds et regardent par-dessus le mur avec attention pour tenter de tirer cette affaire au clair. La vision qui s'offre à elles va les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Elles jurent avoir aperçu très nettement une silhouette humanoïde émerger d'une vieille tombe, comme si le corps qui s'y trouvait revenait soudain d'entre les morts. La même année, un couple se promène au même endroit quand ils aperçoivent près de la grille une silhouette masculine au visage désagréable. Les amoureux s'arrêtent un instant, déconcertés, et constatent que l'homme semble les dévisager. Et soudain, sous leurs yeux, il disparaît progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de lui. Plus tard dans la soirée, Thomas O'Loughlin, l'un des conjoints, décide de revenir avec un ami pour enquêter sur cette drôle d'apparition qu'il ne parvient ni à oublier ni à expliquer. Ensemble, ils escaladent la grille du cimetière et s'y introduisent de nuit, à la recherche d'une preuve de l'existence de la créature observée plus tôt. Armés de lampes torches, ils zigzaguent entre les sépultures, marchant sur la pointe des pieds, scrutant l'obscurité à la recherche d'une anomalie dans le paysage. Au bout de quelques minutes d'une traque attentive, ils sont surpris par un bruit. Une sorte de détonation retentit quelques mètres plus loin. Pile au même moment, une ombre passe soudainement sous leurs yeux avant de disparaître derrière un mausolée. Terrifiés, les hommes se carapatent illico, grimpent par-dessus la grille à toute allure et filent se réfugier chez eux. Après cette mésaventure, ils jurent qu'ils ne mettront plus jamais un pied dans ce cimetière. C'est quelques mois plus tard, toujours en 1967, que l'affaire prend un autre tournant lorsqu'entre en scène un certain Sean Manchester.
l'homme se décrit comme un prêtre de l'église celte catholique. Il décide de mener sa propre enquête au sujet de cette fameuse silhouette noire après avoir entendu le témoignage du couple. Il contacte alors Thomas O'Loughlin pour lui demander s'il veut bien l'accompagner dans l'enceinte du cimetière et lui montrer l'endroit exact où il a aperçu la silhouette qui l'a fait fuir quelques semaines plus tôt. Celui-ci refuse catégoriquement, choisissant d'honorer la promesse qu'il a faite ce soir-là, celle de ne plus jamais remettre les pieds dans ce lieu maudit. Le prêtre décide alors d'y aller seul, mais sa première visite n'est pas concluante et il ne voit rien d'anormal. 2 ans plus tard, en 1969, il rencontre Elizabeth Wojdila, l'une des 2 adolescentes ayant vu un mort sortir de terre. Elle lui raconte que depuis cette soirée, elle fait régulièrement des cauchemars très violents et rêve souvent qu'une silhouette masculine à l'apparence cadavérique essaye de s'introduire dans sa chambre pendant qu'elle dort. Elle-même fait peine à voir. Elle est devenue pâle, toute maigrichonne, et a constamment l'air épuisée. Son sommeil est également perturbé par des épisodes de somnambulisme, et quand elle ne dort pas, elle a souvent des nausées, des maux de tête et des vertiges. Peu de temps après l'avoir rencontrée, Sean Manchester est contacté par Keith, le petit ami de la jeune fille. Il lui apprend qu'Elizabeth a été hospitalisée et que malgré les soins qui lui sont prodigués, son état ne s'améliore pas. Plus intriguant encore, son cou présente 2 petites plaies circulaires, comme s'il avait été perforé par 2 crocs acérés. Pour Manchester, la réponse au mystère est évidente. La jeune femme a très certainement été attaquée par un vampire. Il lui offre donc un crucifix en argent, à porter autour du cou, et en accroche un autre dans sa chambre. Il fait également faire un collier en lin rempli de sel et pris aux côtés de la jeune femme en compagnie de Keith. Tous les moyens sont bons pour empêcher le vampire de revenir. L'état d'Elizabeth s'améliore rapidement. La méthode prouve donc son efficacité aux yeux de Sean Manchester. Du côté du cimetière, en revanche, rien ne change. D'autres témoignages remontent au fil des semaines, semblant confirmer la présence du vampire sur les lieux. Un homme raconte avoir aperçu une traînée de sang menant jusqu'à l'entrée d'un vieux mausolée gothique. Après l'avoir remonté pour en trouver la source, il a aperçu une silhouette, toujours la même, s'introduire dans le monument funéraire et disparaître dans les ténèbres. 2 autres personnes confient avoir vu la silhouette s'extraire d'une tombe et se déplacer avec rapidité et agilité dans les allées. En 1970, à plusieurs reprises, des animaux y sont retrouvés mutilés, la gorge tranchée, vidés de leur sang. Et la même année, une histoire similaire à celle d'Elizabeth se produit. Une femme, nommée Louisa, se met à faire des cauchemars et des crises de somnambulisme. Lorsque Sean Manchester est informé de ce nouveau cas, il se rend chez Louisa pour l'examiner et trouve, là encore, 2 petites blessures dans son cou. D'un commun accord avec Anna, la sœur de Louisa, il décide alors de la suivre lors d'une crise de somnambulisme. Ils ne sont alors pas tellement surpris de la voir prendre instinctivement le chemin du cimetière dans son sommeil. Sans hésiter, elle y entre en se faufilant dans une brèche créée par une rambarde cassée sur le flanc ouest de l'enceinte. La femme marche paisiblement, mais d'un pas assuré, et s'arrête devant le columbarium. Elle porte alors la main à son cou et arrache violemment le crucifix qui y est attaché avant de le jeter au sol. Et tandis qu'une violente détonation retentit au loin, Louisa s'effondre subitement à terre, inconsciente. Lorsque Sean et Anna la ramènent chez elle, elle reprend doucement connaissance, mais admet n'avoir aucun souvenir de l'épisode. En février de la même année, un autre personnage s'intéresse au cimetière de Highgate. Il s'agit de David Farrant, un occultiste qui se définit comme un chasseur du paranormal. Sean Manchester et lui se lancent dans une rivalité acharnée, s'insultant par interviews interposées dans les journaux locaux, tous 2 persuadés d'être le seul vrai spécialiste habilité à venir à bout de l'affaire. Pour prouver sa motivation, David Farrant décide de passer une nuit seul dans le cimetière de Highgate et de voir par lui-même si les rumeurs disent vrai. Au bout de quelques heures de surveillance, il aperçoit lui aussi la fameuse silhouette décrite par tous les témoins depuis le début de cette drôle d'histoire. Un homme, plus grand qu'un être humain normal, terriblement mince, à la peau grise et aux yeux rouges, dont les pieds ne touchent pas le sol, apparaît à quelques mètres de lui. Autour de David, l'air devient soudainement glacial, et il s'aperçoit avec terreur qu'il n'arrive plus à bouger. La créature semble le fixer sur place par la seule force de son regard, et l'homme sent qu'elle le draine progressivement de son énergie vitale.
Il se sent mou, apathique et terriblement fatigué. Il se met alors à réciter une incantation en boucle dans sa tête et au bout de quelques répétitions, la créature disparaît subitement, libérant David de son emprise psychologique. Il n'en faut pas plus pour le convaincre de la véracité de cette histoire. Pour autant, il n'est pas sûr d'adhérer à la théorie de Sean Manchester concernant la nature de ce monstre. Pour lui, c'est une entité surnaturelle, mais il n'utilise jamais le terme vampire pour la décrire. Manchester, de son côté, n'hésite pas à faire usage de cette appellation et va même jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un roi vampire venu de la Roumanie médiévale. Il serait à l'origine un aristocrate adepte de la magie noire qui aurait été transporté dans son cercueil par ses disciples à la fin du XVIIIe siècle avant d'être placé dans le cimetière de Highgate. Il aurait ensuite été réveillé par des rituels satanistes pour finalement hanter les lieux 100 ans plus tard. Si toute cette théorie ne comporte que trop peu de preuves tangibles pour être sérieusement envisagée, la partie sur les rituels occultes est en revanche assez ancrée dans la réalité. Il faut dire que l'occultisme est à la mode en Angleterre à l'époque, et des traces de rituels sont régulièrement découvertes dans des cimetières, notamment à Highgate. Il n'est donc pas si rare de retrouver d'étranges inscriptions, des pentagrammes, des restes de bougies noires, de l'encens ou des fleurs entre les tombes. Le vendredi 13 mars 1970, un reportage sur l'affaire est diffusé à la télévision. Dans les heures qui suivent la fin de la diffusion, des centaines de personnes se rendent au cimetière et escaladent les grilles dans le but de faire la chasse aux vampires et d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet atroce suceur de sang qui trouble le quotidien des habitants. La police tente par tous les moyens d'empêcher les gens d'entrer par effraction, mais ils sont trop nombreux, et la lutte est vite abandonnée. Les chasseurs de vampires amateurs arpentent le cimetière, armés de crucifix et de gousses d'ail, et tentent de déloger le monstre. Bien sûr, ils rentrent tous bredouilles. Mais le même soir, loin des hordes de chasseurs, Sean Manchester reprend sa mission. Accompagné de quelques complices, il refait le trajet emprunté par Louisa lors de sa crise de somnambulisme et découvre l'entrée d'une crypte. Il y descend avec ses compagnons et, ensemble, ils découvrent plusieurs cercueils. L'un d'entre eux leur paraît suspect. À l'aide d'eau bénite et de gousses d'ail, le petit groupe se lance dans une séance d'exorcisme et scelle le vampire dans son cercueil en faisant un cercle de sel tout autour. Malheureusement, ça ne suffit pas à mettre fin à la panique générale et le vampire est encore aperçu régulièrement. Quelques mois plus tard, le cadavre calciné et décapité d'une femme, qui était enterrée au cimetière, est retrouvé à proximité des lieux. Aucun coupable n'est trouvé, mais dans les semaines qui suivent, Manchester est arrêté en plein cœur du cimetière après y avoir été trouvé un pieu à la main. Il est néanmoins innocenté et reprend sa chasse avec encore plus de ferveur. David Farrant en fait de même de son côté et se lance régulièrement dans des rituels avec des médiums pour tenter de purifier le cimetière et d'en chasser la créature. Ce n'est qu'en 1974 que la panique prend fin. Sean Manchester et ses adeptes parviennent à retrouver le cercueil du vampire. Il se trouve désormais dans la cave d'un vieux manoir gothique inhabité, probablement placé là par des disciples du monstre jamais identifiés, après l'exorcisme de 1970, qui n'a visiblement pas été efficace. Ensemble, ils portent le cercueil jusqu'au jardin, et lorsque les premiers rayons de soleil de l'aube se mettent à briller, ils ouvrent le couvercle. Leur apparaît alors la fameuse créature au teint gris et cadavérique, identique à toutes les descriptions qui en ont été faites. Sean Manchester sort alors son fidèle pieu et l'enfonce sans ménagement dans le cœur du vampire. Le corps s'affaisse, puis se liquéfie, jusqu'à former une flaque informe et brune auquel se mélangent les viscères fondus de la créature, confirmant ainsi qu'elle est désormais hors d'état de nuire pour toujours. Les hommes décident quand même de brûler le cercueil et tout ce qui s'y trouve encore, histoire de ne lui laisser aucune chance. Malgré cette fin en apothéose, la rivalité entre Sean Manchester et David Farrant n'a jamais cessé. Jusqu'à la mort de Farrant en 2019, les deux chasseurs de vampires continuaient de s'envoyer régulièrement des pics dans leurs interviews, leurs livres, leurs articles de blog et même sur les réseaux sociaux. Quant aux vampires, de nombreux témoignages ont encore été récoltés jusqu'à aujourd'hui, affirmant qu'ils se promènent toujours entre les tombes. Tous le décrivent systématiquement de la même façon, avec les mêmes attributs physiques et la même attitude.
Et bien qu'il ne soit plus possible de visiter le cimetière en dehors des visites guidées qui y sont organisées, il vous suffira sans doute de traîner autour de la grille après la tombée de la nuit pour tenter d'apercevoir le roi vampire dans son élément naturel. Attention néanmoins à ne pas vous laisser happer par son regard perçant, sous peine de perdre votre libre arbitre et quelques litres de sang dans la bataille. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.